Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h, samedi 11 février. Voici les titres. Concertation politique. Plusieurs organisations de jeunesse se sont réunies ce 11 février afin de se préparer à la grande concertation politique qui aura lieu à Libreville ce lundi 13 février. Toujours en politique, l'UDIS Hervé Patrick Opianga a tenu un méga meeting cet après-midi, occasion de dévoiler sa vision pour la nation gabonaise. Et puis en République démocratique du Congo, les sapeurs ont revendiqué ce 10 février à Kinshasa un statut d'artiste, un message adressé aux dirigeants du pays. En ouverture de cette édition d'information, mesdames et messieurs, la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles des sciences ce samedi 11 février 2023. Au Gabon, c'est à travers une conférence que l'association Top Science a marqué cet événement avec pour thème la femme scientifique au cœur du développement industriel. Jessica Anjoua, reportage. La Journée internationale des femmes et filles des sciences n'est pas passée sous silence au Gabon. Une deuxième édition organisée par l'association Top Science qui a été un véritable succès. C'est une journée très importante dans la mesure où en fait elle nous rappelle l'importance de la femme dans le domaine des sciences, et également le rôle qu'elle joue. Dans la mesure où notre pays, le Gabon, veut être un pays industrialisé. Nous avons cette fois-ci impliqué les plus jeunes. Nous sommes allés au primaire dans notre tour d'établissement. Nous nous limitions avant uniquement au secondaire. Aujourd'hui, c'est avec cette édition, nous sommes allés plus bas. Ça va impliquer les 5e et 4e années des écoles primaires. Je invite les filles à faire plus de sciences afin que notre pays puisse amorcer son véritable développement. La prise de conscience des femmes et filles sur le bien fondé des matières scientifiques afin d'éviter les stéréotypes est tout le sens donné à cette conférence. On a vu que rien n'est impossible à la femme, de ne plus tourner le dos à la science. La science aussi également importante pour les femmes, parce que nous devions tout faire. Aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme parle de tout ça. Nous devions être égales aux hommes. Il n'y a plus l'époque où c'est l'homme qui devait régner. C'est l'homme qui devait faire certains emplois. Aujourd'hui, tout est ouvert. Tout est ouvert. La femme peut faire comme chez nous à Citrar. Il n'y a pas de métiers réservés aux hommes ou aux femmes. Nous faisons tous les mêmes métiers actuellement. Donc j'encourage mes jeunes filles, mes enfants, mes jeunes sœurs aujourd'hui de ne plus négliger les métiers des sciences. Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, l'objectif principal de la Journée internationale des femmes et filles des sciences est de rappeler le rôle essentiel que jouent les femmes et les filles au sein du pays, favoriser et accroître leur participation dans les domaines scientifiques. Et puis, la Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre pour abriter la concertation nationale de la jeunesse ce samedi 11 février 2023. Une initiative de l'ensemble des organisations de la jeunesse et du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Maya Meza. L'objectif de cette rencontre est de mener des discussions sur les sujets relatifs à la jeunesse. Ce sont notamment les questions de l'emploi, la lutte contre le réchauffement climatique et les objectifs de développement durable. L'occasion aussi de trouver des pistes de solutions pratiques pour résoudre les problèmes identifiés. La jeunesse doit prendre conscience que les aînés ne sont pas nos ennemis, mais les aînés ne sont non plus nos baby-sitters. Comme on dit baby-sitters, mais ils ne sont pas aussi nos baby-sitters, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire tout pour nous. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que au cours de ces 6 dernières années, j'ai, avec mes équipes, fait le tour du Gabon et les problématiques sont les mêmes. Le chômage, le manque d'épanouissement, le manque de valorisation des modèles de réussite. Est-ce qu'il n'y en a pas au Gabon, des modèles de réussite? Si. Mais où sont ces modèles? Ils sont cachés.
La concertation fait partie intégrante des objectifs du chef de l'État, visant à développer la jeunesse gabonaise. Elle leur permettra d'apporter leur contribution aux problématiques liées au développement du pays. Pourquoi je le dis, le thème de la concertation nationale de la jeunesse. Déjà, le mot concertation de la jeunesse, même, pèse. Il faut concerter. On ne se concerte pas pour la bagarre. Je crois que de tout ce que j'ai entendu, vous avez porté des critiques. Mais lors de cette concertation, je suis convaincu que vous allez trouver des solutions à proposer. Et ces solutions-là, il faut les faire remonter au niveau du gouvernement. Que vous ne voulez pas ce rapport, le ministre de la Jeunesse vous conduirait le déposera auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, qui le transmettra au président de la République, son excellence. Selon le président du comité d'organisation, cet événement entend par ailleurs favoriser le principe de participants au Gabon. Autrement dit, il vise également à développer les jeunes, le patriotisme et l'amour de la nation. Ils seront alors associés au processus de prise de décision. Et puis, le complexe sportif de Ndzengayon a servi de cadre à la sortie politique de l'Union pour la démocratie et l'intégration. Une rencontre qui a permis à son leader Hervé Patrick Opianga d'inviter la jeunesse à s'impliquer dans la vie politique et de mettre en lumière le plan de son parti pour le Gabon. Alexandre Baondo. C'est un stade de Ndzengayon qui a refusé du monde. Ils sont venus des 4 coins de Libreville pour écouter le message de l'Union pour la démocratie et l'intégration. Occasion pour la jeunesse de l'UDIS de réaffirmer son engagement auprès de leur leader HPU. Les jeunes de l'UDIS en particulier et du Gabon en général ont raison de croire en vous et de vous soutenir. Le tour est revenu au président de l'Union pour la démocratie et l'intégration de s'adresser à la jeunesse qu'il invite au sens des responsabilités. Nous sommes là pour nous battre et je vous exhorte sur l'ensemble du territoire de pouvoir vous rebeller positivement, de vous organiser, d'attendre la période d'enrôlement, de vous enrôler massivement, pour que partout où il y aura des candidats de l'UDIS pour ces élections générales à venir, qu'on ait plus de l'U. Parce que quand on a plus de l'U, on peut faire bouger les choses. Hervé Patrick Opianga a profité de la présence du public venu nombreux pour décliner la vision de son parti pour le Gabon. Si on joue dans la feuille de route de l'UDIS, ça paraît insurmontable, mais je dirais que le Gabonais a besoin d'avoir un accès au logement social décent. Logement social décent. Mais comment faire si jamais on n'arrive pas à trouver? Je pense que l'une des solutions, parce que le Gabonais, in fine, n'est pas feignant, c'est de pouvoir viabiliser des zones entières de terrain et faciliter les Gabonais l'accès aux fonciers pour qu'eux-mêmes construisent avec des plans harmonieux, architecturaux harmonieux, pour permettre de développer la ville. L'Union pour la démocratie et l'intégration est l'un des soutiens indéfectibles d'Ali Bongo Ondimba. Elle envisage jouer un rôle prépondérant lors des prochaines élections générales. Malgré le retrait de certains représentants de l'opposition désignés parmi les membres devant siéger pour le renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections, le chronogramme a été respecté. Le président a été désigné vendredi. Maya Meza. Les dossiers retenus ont été transmis à la commission spéciale chargée de l'audition de tous les candidats. À l'issue de ces auditions, l'élection proprement dite du nouveau président du CGE a eu lieu. Honorine Nzebitege, la présidente de la commission spéciale représentant
La majorité donne plus de détails sur le suffrage accordé à Michel Stéphane Bonda. Nous avons M. Manfumbi Aristide, une voix, 10%. M. Mbunda Michel, 8 voix, 80%. M. Rugula Daya Jacques, une voix, 10%. Ce qui nous donne 100%. Je vous remercie. Cela veut dire à la fin que c'est M. Mbunda Michel qui est élu président du CGE. Le nouveau président du Centre gabonais des élections exprime sa satisfaction. Je pense que c'est la démocratie qui gagne en vue de la consolidation de notre État de droit. Le président élu parmi les 8 candidats qui étaient en liste sera installé le 11 février à la Cour constitutionnelle en remplacement de Moïse Bibalou Koumba qui a occupé le poste de président du CGE de 2012 jusqu'à ce jour. Pour rappel, le bureau du CGE est composé d'un président élu, de 2 vice-présidents, 2 questeurs et 2 rapporteurs pour le compte de la majorité et de l'opposition. Cap à l'intérieur du pays, à Oyem cette fois-ci, le réseau national Afrian Gabon en collaboration avec l'ONU-SIDA, l'UNESCO, l'OMS ont lancé la caravane nationale de sensibilisation des jeunes en matière d'éducation sexuelle en présence des autorités de la ville, en tête desquelles le gouverneur de la province d'Ouelentem, Jules Ndjeki. Reportage. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Oyem a bénéficié du lancement des activités de terrain du projet de la caravane nationale de sensibilisation des adolescents et des jeunes sur la santé sexuelle et de la reproduction en milieu scolaire et communautaire. Un programme mené par le réseau national Afrian Gabon avec le soutien multiforme des organismes et bailleurs de fonds internationaux. L'activité de ce jour s'inscrit dans une logique qui vise à maîtriser la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Démarche indispensable pour tirer profit efficacement du dividende démographique des jeunes. La jeunesse représente plus de la moitié de la population et leur sexualité actuelle conditionnera celle des générations futures. Une cérémonie qui a vu la participation des autorités de cette capitale, en tête d'affiche le gouverneur Jules Ndjeki et les responsables de la direction régionale de la santé. Le programme Gabon Égalité ne sera possible qu'à travers une prise de conscience collective des maux qui minent la jeunesse et particulièrement les jeunes filles, notamment la prévention contre le VIH, les IST, les grossesses précoces, les comportements sexuels déviants et la vulnérabilité. Le protocole cérémonial a permis au président du réseau national Afrian Gabon de procéder à l'installation du coordonnateur provincial du réseau de la province du Ouelentem. Au nom du secrétaire exécutif du réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement, le docteur Rachid, je vous installe au poste de coordonnateur provincial du réseau Afrian dans la province du Ouelentem. Top, c'est parti pour la caravane de sensibilisation des 36 quartiers de la commune d'Oyem et le programme se poursuivra dans les départements, communes, districts, cantons et villages de la province du Ouelentem. Nous restons à Oyem où les personnes impactées par l'opération Libérer les trottoirs ont été reçues par les responsables municipaux de la mairie d'Oyem. Objectif, rassurer les commerçants de leur relogement au grand marché de Ngwema. Reportage. Après les casses, les autorités municipales de la ville d'Oyem rassurent les commerçants. Le deuxième et troisième maire adjoint ont réuni l'ensemble des impactés de l'opération Libérer les trottoirs menée par la Direction générale des travaux publics du Ouelentem. On sait que ça fait mal parce que les gens sont habitués lorsqu'ils sont à un endroit. Mais étant donné que la décision a été prise, nous sommes obligés de l'appliquer ainsi. Et c'est pour ça qu'on vous demande, on vous prie
que chacun de vous fasse un effort pour qu'on aille derrière. Il y a suffisamment de place pour tout le monde. La mairie, les travaux publics, nous allons nous organiser, nous allons nous entraîner. Et même vous, on viendra en moment pour voir un peu où peuvent être les limites et comment on va reloger tout le monde par l'arrière. Dans le souci d'apaiser les tensions et de se réconcilier avec les déguerpis, la Direction générale des travaux publics rassure. Ça, je vous le dis très bien, les maires vous défendent. Quand on va arriver en Ngwema, vous allez être au courant qu'on arrive tel ou tel ou tel ou tel jour. Parce que moi, je suis ravi de vous entendre parler. Vous ne boudez pas. Mais vous voulez plutôt une solution pour que nous puissions vous reloger. Ça va être fait. Mais on ne peut pas vous surprendre. Les commerçantes, trouvant louable cette opération, bien que dans la douleur, espèrent être relogées dans les meilleures conditions au marché Ngwema. Mais comme le gouvernement a demandé qu'on libère les trottoirs, nous allons profiter avec le même site pour qu'on puisse reloger nos commerçantes et qu'on puisse libérer les trottoirs pour l'embellissement de notre ville. Loin de cette salle de réunion de l'hôtel de ville d'Oyem, les décombres de cette opération sont toujours vivants. Élodie, mère de 5 enfants, n'en revient toujours pas. Ça me fait mal parce que j'ai une grande famille, j'ai 5 gosses. Je nourris mes enfants avec. Maintenant, on vient nous casser comme ça, là, sans avertir. C'est pas normal. Et on vient reconstruire à zéro. On va trouver l'argent là où? On va ramasser ça où? Aller se prostituer ou bien? Je ne sais pas. Une rencontre qui s'est achevée par la promesse des autorités municipales de trouver une solution d'urgence pour reloger les commerçantes dans les plus brefs délais. Retour à Libreville avec la conférence de presse du SNEC UOB hier à l'université Omar Bongo. Objectif, revendiquer les droits d'enseignants-chercheurs. Le syndicat interpelle le chef du gouvernement sur les solutions concrètes liées aux crises multiformes que traverse cet établissement supérieur. Reportage Alexandre Baondo. Suite à la déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Bilémizé, qui a pris l'engagement de résoudre les problèmes liés au bon fonctionnement des universités gabonaises, il était tout à fait indiqué pour le syndicat national des enseignants-chercheurs section UOB d'interpeller le chef du gouvernement quant aux dures réalités de l'institution. Parmi celles-ci, l'insécurité. La barrière de l'université Omar Bongo est poreuse. L'université est accessible à tous les riverains, à tous les passants. Or, nous savons que l'université est quand même un lieu sacré. Alors, maintenir l'université Omar Bongo sans une barrière étanche, sans portail, est gage d'insécurité. Et l'université Omar Bongo est ainsi livrée à des actes de vandalisme. L'université Omar Bongo est ainsi squattée par des délinquants de tous ordres. L'université Omar Bongo est squatté par des maraîchers. Le SNEC a tenu également à fustiger l'arrêté 0051 qu'il trouve inapproprié. L'arrêté 0051 fait fonctionner le processus de recrutement à l'envers. Pourquoi? Parce que l'article 6 du décret 866 voudrait que les dossiers de recrutement soient examinés d'abord par le département. Ce sont les conclusions de l'examen du département qui seront acheminées au décanat, lequel décanat saisira le recteur qui finalement saisira le ministère pour l'acheminement des dossiers. Or, l'arrêté 0051 censé mettre en application le décret 866 voudrait plutôt que les recrutements partent du ministère. Depuis 2020, le syndicat national des enseignants-chercheurs n'a pas toujours trouvé gain de cause à son cahier de charges. Celui-ci envisage prendre ses responsabilités. Puisque le dialogue social n'existe pas, les raisons, il faudrait aller les chercher auprès de la tutelle. Le SNEC UOB reviendra à ses fondamentaux, c'est-à-dire
le blocage, la fermeture du portail pour qu'aucune activité n'ait lieu au sein de l'université Omar Bongo tant que les propositions que nous faisons ne seront pas examinées par le gouvernement. À titre de rappel, l'université Omar Bongo a été créée en 1970. Elle a formé 70% de l'élite gabonaise. Parmi ses anciens apprenants, l'actuel Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Et puis, hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, la vice-présidente de la République représentant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, Rose Cristiano Soukara Ponda, faisait partie des personnalités du continent présentes à Abidjan lors de la cérémonie du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Presse présidentielle. Yamoussoukro, 8 février 2023. La capitale politique de la Côte d'Ivoire ce jour accueille Rose Cristiano Soukara Ponda. Comme la vice-présidente de la République gabonaise représentant le chef de l'État, plusieurs personnalités de haut rang sont présentes ici pour l'édition 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'UNESCO, le prix Félix Houphouët-Boigny, créé en 1989, honore aujourd'hui une grande dame, Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande. Sur la balance en sa faveur, son action, son engagement et sa contribution significative à la promotion et à la quête de la paix ont pesé bien lourd. 30 ans après le décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, cette cérémonie solennelle organisée en sa terre natale consacre une chantre du respect de la dignité humaine, un personnage qui, contre vents et marées en 2015, a ouvert les portes de l'Allemagne, son pays qu'elle dirigeait à l'époque, à plus d'1 million de réfugiés et demandeurs d'asile, au nom des valeurs d'humanisme, de solidarité et de partage prônées par le père de la nation ivoirienne. Des instants chargés d'émotion. En cette terre d'accueil et d'hospitalité, la lauréate Angela Merkel a également reçu les attributs de reine du peuple autochtone des Akans. Militante des droits humains, la Congolaise Julienne Lusenge, quant à elle, a reçu la mention d'honneur du jury, présidée par son compatriote, prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. En marge de l'événement, Rose Cristiano Soukara Ponda, la vice-présidente de la République, a été reçue au palais présidentiel de Yamoussoukro par le président ivoirien, à qui elle a transmis un message personnel du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour une coopération encore plus étroite entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et puis, en République démocratique du Congo, le 10 février est un grand jour pour les membres de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes SAP. Un moment de commémoration qui a vu défiler dans les rues de Kinshasa des sapeurs venus des deux rives du fleuve et qui revendiquent un statut particulier pour leur art. Roland Djakou. Les sapeurs d'Ondigne dans le centre-ville de la capitale Kinshasa ce 10 février. Journée de la SAP en République démocratique du Congo, en hommage à Stevos Niarchos, icône de la SAP congolaise de la religion Kitendi. À l'occasion de cette commémoration et de la présence des médias, les sapeurs, dont la plupart sont sans emploi, appellent le gouvernement congolais à reconnaître leur art à l'origine d'une culture unique. Donc pour moi, c'est un honneur de représenter mon pays aujourd'hui avec mes collègues de la RDC pour pérenniser cette tradition de commémoration. Puisque nous les sapeurs nous sommes abandonnés. Vous soutenez que rien que le joueur, rien que le musicien. Aujourd'hui, vous avez pris des musiciens et tout autre, bon, même on va à Dubaï, bon, même on par-ci par-là, à Turquie. Pourquoi pas nous les sapeurs? À ce rendez-vous annuel, le boulevard principal accueille des hommes bien habillés, mais aussi des femmes. Le 10 février, il y a Stevos Niarchos. Aujourd'hui, c'est le 10 février de Stevos Niarchos qui a totalisé 28 ans sous terre.
C'est comme une fête pour nous les sapeurs aujourd'hui. Debout sur des tombes, de jeunes sapeurs venus également du Congo-Brazzaville exhibent fièrement leurs vêtements griffés, l'autant d'un hommage à leur icône décédée en 1995. Afin de perpétrer la tradition sapologique, certains d'entre eux font d'énormes sacrifices. Je travaille comme maître peintre en bâtiment et je suis aussi débrouillard. Je demande au gouvernement de me donner un boulot. J'ai des enfants et ce que je gagne, j'achète des habits. Le mot sap est le diminutif de Société des ambianceurs et des personnes élégantes, fanatiques de Kitendi, l'habillement en lingala. Le mouvement s'est développé dans les années 80 en République démocratique du Congo avec des ambassadeurs, artistes de renom comme le chanteur Papa Wemba, lui-même décédé en avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, le leader religieux sénégalais El Hadj Malick Gueye a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024. Le président du mouvement sénégalais, Ndioum Sankanam, se dit prêt à mettre en avant le milieu populaire et les laisser pour compte. Sidela Niman. C'est dans son fief de Médina, l'une des 19 communes d'arrondissement au sud de la capitale sénégalaise, qu'El Hadj Malick Gueye a annoncé sa candidature à la présidentielle 2024. Guide spirituel, cher authentique et philanthrope, il est le président du mouvement Sénégal Ndioum Sankanam, à travers lequel il œuvre pour la paix grâce à des actes de bienfaisance et de développement. El Hadj Malick Gueye a annoncé se présenter comme le candidat des religieux qui, selon lui, ont été laissés pour compte pendant les mandats du président actuel Macky Sall. Il se présente comme un homme du social et met en avant le bien-être des jeunes, des milieux populaires et du Sénégal des profondeurs. À un an de la prochaine élection présidentielle, la tension politique est très vive dans le pays. Une grande partie de l'incertitude autour de 2024 découle de la question de savoir si Macky Sall se présentera pour un troisième mandat. Jusqu'à présent, il a refusé de se prononcer sur la question. L'article 27 de la Constitution sénégalaise stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Or, Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, en est à son 2e mandat. Toutefois, selon certains hommes de loi, la révision constitutionnelle survenue en 2016, qui a ramené la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, lui ouvre la possibilité de briguer un autre quinquennat. La division entre Macky Sall et les grandes figures de l'opposition telles qu'Ousmane Sonko, considéré comme son plus grand adversaire, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, rendent le climat politique électrique. Ces derniers ont tous les trois fait face à la justice, respectivement pour viol, enrichissement illicite et détournement de deniers publics, et dénoncent tous l'instrumentalisation de la justice sénégalaise à des fins politiques. Au Mali, cette fois-ci, quelles sont les retombées de la visite du ministre des Affaires étrangères russe? La Russie se dit plus que jamais déterminée à accompagner les pays du Sahel confrontés au djihadisme. C'est un reportage de Ralph Lenyongo. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a tenu un discours élogieux sur la nouvelle alliance Mali-Russie contre le terrorisme qui endeuille la région. Aux côtés d'Abdoulaye Diop, son homologue malien, le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué l'implication et la détermination de son pays à soutenir militairement la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du golfe de Guinée. Les Maliens s'attendent ainsi à la poursuite du soutien militaire matérialisé depuis fin 2021 par des livraisons d'armement et l'envoi de centaines d'hommes, décrits en fonction des sources comme des instructeurs de l'armée russe ou des mercenaires de Wagner, un groupe de sécurité privée. Cet engagement de la Russie intensifié en Afrique démontre sa volonté d'occuper le terrain au moment où les États-Unis viennent de lancer une offensive diplomatique sur le continent déjà en proie à une âpre concurrence stratégique et économique entre grandes puissances. Cette visite historique de Lavrov au Mali, en proie à la violence djihadiste et à une profonde crise multidimensionnelle, concrétise le rapprochement opéré par Assimi Goïta au moment où il rompt l'alliance militaire avec la France et ses partenaires. En plus du soutien militaire, Moscou se propose également d'assurer un approvisionnement régulier en céréales, engrais et hydrocarbures au Mali. Il serait bon de signaler que la poussée russe en Afrique alarme les Occidentaux. L'Afrique de l'Ouest en particulier a connu depuis 2020 une contagion de coups d'État non seulement au Mali, mais aussi en Guinée et au Burkina Faso. L'instabilité du Sahel a fait le lit de la présence russe. Le Burkina, ensanglanté par les violences djihadistes, demande aussi le départ des forces françaises.
Avant de quitter le Mali, Sergei Lavrov a invité le colonel Assimi Goïta à un sommet Russie-Afrique qui se tiendra en juillet prochain à Saint-Pétersbourg en Russie. Il est passé par la Mauritanie qui s'est opposée à l'annexion de l'Ukraine par la Russie et a rassuré l'offre de soutien de Moscou contre les djihadistes. L'émissaire de Vladimir Poutine a terminé son périple africain au Soudan. Moscou entend soutenir ce pays dans la levée des sanctions de l'ONU qui le frappe en l'enlisant dans une profonde crise économique et politique. Et puis en sport, cette fois-ci, le gymnase d'Olomouc a été le témoin de la deuxième journée du championnat provincial de judo de l'Estuaire. C'est près de 12 clubs et 80 judokas qui se sont succédés sur les tatamis. Herman Malaga, Moussavou. La ferveur des jours de compétition était au rendez-vous cet après-midi du samedi 11 février 2023 au gymnase d'Olomouc. Ceci en raison de la deuxième journée du championnat provincial de judo de l'Estuaire. Le président de cette ligue livre son sentiment. Conformément à l'objectif que nous sommes assignés, c'est de pousser les athlètes à fournir plus d'efforts. Une première journée où c'était un peu timide. Aujourd'hui, nous constatons un peu plus d'engagement. Les athlètes ont envie de s'exprimer. Et je pense que ça va aller crescendo au fur et à mesure que nous avançons dans la compétition. Au-delà des performances des athlètes, le président a lancé une invitation aux coachs. Inviter les coachs à être concentrés parce que c'est serré. C'est une journée comme ça toutes les 2 semaines. C'est inciter les athlètes aussi à rester concentrés. Toutes les catégories des deux sexes confondus ont pris part à cette journée de compétition, sous le regard d'un public venu nombreux, acquis à leur cause. La poursuite de ce championnat est une priorité pour la Ligue de judo de l'Estuaire, pour une meilleure participation aux compétitions nationales. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.